donc je suis Sandra Gardel, directrice communication et collègue de la Fondation des Amis de l'Atelier. Alors la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui est gestionnaire d'établissements et de services pour des personnes en situation de handicap. Donc nous existons depuis 60 ans et nous accompagnons 3000 personnes en situation de handicap mental, psychique et avec autisme à travers 80 établissements et services qui peuvent être de l'internat, de l'externat de l'accueil de jour, de l'accompagnement à domicile, mais également une plateforme insertion et emploi et des ESAT. Nous avons également des dispositifs d'inclusion, mais voilà, je n'irai pas plus dans le détail parce que c'est assez complexe. Voilà. Donc, l'important, c'est vraiment qu'on est organisme gestionnaire et on est dans le secteur du privé non lucratif. Donc, le médico-social, le handicap en particulier, c'est le secteur privé non lucratif, PNL, très peu connu du grand public et pas toujours connu du secteur associatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un organisme privé, bien sûr non lucratif, mais surtout on est beaucoup financé par les ARS et les conseils départementaux à plus de 95% pour mener à bien nos missions. Donc, Laurence, la question, quand tu nous as demandé quel a été l'impact en fait, du Covid, de la crise sanitaire sur nos missions, bah, ça a été une grosse claque parce que notre métier, c'est d'accompagner 3000 personnes. Donc, qui dit crise sanitaire et confinement dit comment on fait, comment on gère le confinement. Donc, pour l'internat, comment on garde les personnes en internat, comment on les confine. Donc, j'ai presque envie de dire qu'on a eu les mêmes problématiques que pour les EHPAD. Et puis, pour les personnes qui sont en externat, en accueil de jour ou dans des processus et des dispositifs externes, donc sans internat, comment on fait pour continuer à les accompagner malgré le confinement? Donc, ça pose une deuxième problématique avec, compte tenu du handicap de ces personnes, un problème majeur qui est une anxiété plus forte que pour les autres personnes, mais également des problèmes, des troubles comportementaux. Donc, voilà un petit peu les gros impacts sur nos structures, sur nos 80 structures. Donc, comment ça s'est géré? Ça s'est géré avec une réorganisation. Alors déjà, ça s'est géré avec des équipes absolument formidables. La Fondation, c'est 2000 salariés. Donc, c'est des équipes terrain, des équipes éducatives, soignantes qui ont remué ciel et terre pour continuer cet accompagnement, qui ont été créatifs, qui ont été inventifs, qui ont été souples. Donc, ils ont fait tout cela. Ils ont dû être très créatifs parce que comment on fait pour confiner des personnes qui, par définition, de par leur handicap, ne supportent pas le confinement? Voilà, donc ça a été, je ne rentrerai pas dans le détail parce que là, on est vraiment dans du cœur de métier handicap, mais vraiment, ça a été un énorme travail. Alors nous, du coup, en termes de communication, quelles ont été les conséquences? Alors déjà, comme tu le disais, nous, on travaille effectivement sur le côté communication et collecte, donc communication interne, externe, institutionnelle, mais également communication très terrain pour parler de ce qu'on fait dans les 80 établissements et services. Et puis la collecte grand public un petit peu et collecte mécénat principalement. Donc nous, concrètement, la communication, quand on a été confinés, on avait nos 3 outils majeurs de communication écrite, papier, qui étaient en train d'être bouclés. On avait notre mailing de collecte de Pâques qui venait d'être validé et qui allait partir en impression. Donc, on fait 2 collectes mailing papier par an et c'était le deuxième, après celui de Noël. Donc, suspendu. Notre collecte taxe d'apprentissage qui était imprimée et qui partait 3 jours après chez le routeur, suspendu. Et on avait notre magazine, notre quadrimestriel Amitié qui devait sortir, être bouclé, qui a été reporté. Donc, on s'est retrouvé avec, je ne parle pas des autres outils institutionnels, je parle vraiment des outils de communication et de collecte. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où, bien sûr, on n'avait plus que le digital. Et donc, on a les réseaux sociaux, on est très présent sur nos réseaux sociaux et très actifs, mais il fallait vraiment le structurer. Parce que l'idée, ce n'était pas de continuer comme si de rien n'était, des petites news à droite, à gauche, ce qu'on fait. Donc, on a réfléchi avec les équipes et avec les priorités qui semblaient émerger. Et on a pris 3 axes. 3 types de campagnes. On s'est dit d'abord, effectivement, on va donner des nouvelles, comment ça se passe dans nos établissements dans cette période de Covid. Donc, on a eu un axe de campagne d'information sur concrètement la réalité du Covid. Alors, pas une réalité spécialement angélique, de montrer comment concrètement les gens faisaient, les usagers le vivaient, etc. Donc, ça, c'est le premier axe, les nouvelles des établissements. Le deuxième axe, c'était un axe témoignage, parce qu'on a un leitmotiv à la communication à la Fondation, c'est de parler vrai et de faire parler, et de laisser la parole aux personnes qui sont en situation de handicap, aux familles et aux salariés,
Donc, on est allé demander des témoignages à nos salariés, les usagers et les familles. Donc, au départ, avec le petit frein de se dire ils ont autre chose à faire que nous donner des témoignages. Et en fait, ils ont été ravis d'être sollicités parce que ça mettait un peu aussi d'oxygène dans leur quotidien, ça permettait aussi de témoigner et de les mettre en valeur. Donc, on a eu cet axe-là qu'on a relayé sur les réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, comme dans tous les secteurs, on a pu le voir, une grosse solidarité s'est mise en œuvre assez naturellement par des particuliers, par des entreprises, par des collectivités locales. Et là, on a eu toute une campagne de remerciements qui s'est enchaînée, en fait, qui a fait un cercle vertueux. C'est-à-dire que la communication a créé un cercle vertueux de dons, on va dire, et de générosité dès le départ sur nos réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux étaient le premier axe de communication. Et puis après, on s'est dit, on fait en général 4 newsletters par an. Là, on va faire des newsletters d'information pour donner de l'information à des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, on a fait une newsletter, tous les 10 jours, une newsletter. Donc, gros boulot aussi. Et ces newsletters, on a eu la bonne surprise de voir que ces newsletters qu'on envisageait informatives, parce qu'on n'était pas très à l'aise pour en faire vraiment des outils de collecte, ont été de formidables outils de collecte. La communication a vraiment créé la collecte de manière très naturelle et finalement nous a permis pratiquement d'arriver à des niveaux de collecte que nous rendait en général le mailing papier, je dirais. Donc ça a été pas mal. Et puis, un autre impact que ça a eu sur notre communication, c'était les relations presse. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le secteur du handicap, le privé non lucratif, n'est pas connu. Et quand la crise a commencé, bien sûr, on a parlé des hôpitaux, ce qui est normal, ils sont en première ligne. On a parlé des EHPAD, des difficultés de matériel, mais on n'a pas du tout parlé de handicap. Et sauf qu'on se retrouvait dans une situation problématique, pas de matériel, pas de masque, et puis surtout des exigences finalement liées à notre accompagnement, tout aussi important, mais complètement masquées dans les médias. On n'en parlait pas en fait. Donc, j'ai décidé en fait d'intensifier nos relations presse pour présenter le secteur, pour présenter les difficultés, mais plus que rentrer dans du misérabilisme ou de dire voilà, on n'a pas de matériel, etc. C'était de dire voilà comment le secteur, un secteur du handicap qui, quand on ne le connaît pas, peut parfois avoir l'impression que c'est peut-être un peu lourd, un peu poussiéreux, peut être agile et réactif et dynamique et généreux. Et c'est vrai que cet axe-là, donc qui est finalement la déclinaison de ce qu'on a présenté sur les réseaux sociaux, nous a permis d'avoir de beaux reportages, de belles mises en lumière, notamment de ce qu'on fait sur le pôle enfance avec les enfants autistes dans le 77 ou dans le 95. Et ça nous a permis effectivement non seulement une mise en visibilité de ce que font les équipes, mais également le cercle vertueux, c'est que ça nous a permis aussi d'être visible par rapport à des mécènes en expliquant des thématiques. Par exemple, la thématique de la mobilité. Donc là, pour le coup, en confinement, la mobilité prend tout son sens ou son contresens. La thématique de l'accessibilité numérique, que ce soit pour les enfants autistes, pour leur famille, comment on fait pour communiquer quand on ne peut pas voir son enfant, même pour les adultes. La problématique de l'inclusion et de l'insertion quand on n'a pas un ordinateur. Voilà. Donc, toutes ces thématiques-là, qui sont des thématiques de fond que l'on travaille, c'est des thématiques qui ont émergé dans le cadre de ce Covid et qui ont permis de mettre en visibilité ces thématiques versus le handicap auprès d'entreprises qui ne connaissaient pas en fait le secteur du handicap et qui ne connaissaient pas, qui n'avaient même pas en tête que ces thématiques pouvaient exister dans notre secteur. Donc, on a eu comme ça de belles surprises et on continue d'en avoir d'entreprises qui viennent nous voir en disant voilà, je ne savais pas que vous aviez ces besoins, je ne savais pas que vous meniez ces projets. Je n'avais pas réalisé que je pouvais avoir une pierre à apporter au secteur du handicap. Co-construisons ensemble. Et là, on a 3-4 entreprises sur lesquelles on n'a encore rien créé, mais sur lesquelles on construit pour l'après-Covid. Voilà. Donc, ça a été vraiment un accélérateur sur pas mal de projets. Voilà, ça a été. Alors, je ne vais pas reparaphraser tout ce qu'il y a eu partout, la générosité des collectivités, des particuliers, ça a été extraordinaire. Mais je dirais de manière plus concrète sur des projets de mobilité, d'aide aux aidants familiaux, de soutien aux familles, de communication aux familles. Je me rends compte que cette crise sanitaire, finalement, a accéléré certains processus et certains projets.
Et puis, ça nous confirme, nous, que notre stratégie de communication, finalement, elle est adaptée. C'est-à-dire qu'on communique vrai, on communique en mettant en valeur les gens, on ne nie pas les problèmes. Parce que l'idée, ce n'est pas d'être dans un angélisme. Mais par contre, qui dit problème dit solution. Donc, on trouve des solutions. Si ces solutions, elles existent, mais qu'il nous faut des financements, on l'explique. Donc, on cherche des financements. Et puis, voilà, ça nous conforte aussi au niveau de la fondation sur notre projet, parce qu'on a un projet 2020-2025, en fait. Donc, en plus, on était en stratégie de communication sur le lancement de notre projet quand on a été confinés. Voilà, ça nous a confirmé tous nos axes de cœur de métier, c'est-à-dire le soutien aux familles, l'importance du sport, le soutien numérique. Voilà, mais tout ce qu'en fait, on a tous vécu. Je veux dire, on a tous fait nos cours de sport à distance. Et ben oui, c'est pareil pour le handicap. C'est-à-dire pour les personnes en situation de handicap, ils ont aussi vécu ça. Et donc, certains qui, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir suite à des angoisses, disaient « je ne peux pas faire de sport parce que je ne peux pas sortir », finalement, c'est des gens qui peut-être étaient plus confinés que nous déjà au départ. Et le confinement leur a montré qu'il y avait peut-être des solutions au confinement, à leur confinement de tous les jours. Donc voilà, c'est une belle aventure que nous on a vécue au niveau de l'équipe com et collecte aux côtés des équipes terrain. Donc concrètement, notre collecte, on a réussi à la maintenir, je dis bien la maintenir, et je pense que dans les 6 mois, 1 an, on va avoir de beaux projets qui vont pouvoir être concrétisés grâce aux mécènes qui se sont spontanément proposés. Et je passe bien sûr des mécènes qui, dès le premier jour de la crise, nous ont appelés en disant « j'ai mis le masque, j'ai des blouses, voilà, je fais un don ». Voilà. Donc il y a eu vraiment une belle solidarité. Voilà. Et puis je pense qu'on a tout. Tu le disais tout à l'heure, Laurence, la com et la collecte sont hyper liées. Je pense dans le secteur du handicap, c'est énorme parce que de toute façon, le handicap, il faut d'abord le faire connaître avant de pouvoir collecter parce que chaque organisme gestionnaire d'établissement est bien particulier. Et je pense que vraiment, les médias doivent se saisir de cette thématique pour la comprendre, pour l'accompagner, pour la porter, en fait, pour nous aider à la porter. Voilà ce que je peux en dire. Je ne sais pas si j'ai été complète ou pas. Voilà. Oui, oui, enfin, je pense qu'il y a 2 petites questions. Alors, on va peut-être en prendre une avant de passer la main à Charlotte. On a une question de Catherine qui te pose une question sur tes newsletters informatives. Est-ce que tu avais mis un bouton call to action pour inciter au don à ce moment-là? Oui, alors on avait mis un call to action, mais par principe en fait. C'est-à-dire qu'on l'a pas construit, on l'a vraiment construite comme une newsletter informative, mais par principe, on met toujours un call to action. Voilà. Mais on ne l'a pas lancé en se disant qu'il y aurait une collecte derrière. Bon, c'était une bonne surprise. Une autre petite question donc de Stéphane. Donc Sandra, est-ce que tu avais déjà des boutons, des modules de dons sur les réseaux sociaux avant ou est-ce que ça a été activé là pendant la crise? C'était déjà avant. Déjà avant. Oui. Alors, on a fait un gros travail. Moi, ça fait 5 ans que je suis à la Fondation et il y a 4 ans, on a refait notre site Internet et on a vraiment fait un énorme travail digital sur notre communication. Ce qui ne veut pas dire qu'on a une grosse collecte, etc. Mais on a vraiment repensé et travaillé beaucoup les réseaux sociaux et les modalités. Alors, on ne peut pas toujours être au top de tout, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on est assez attentif. Ok. On va passer la main à Charlotte. Bonjour. Je suis ravie d'être là. Je vais essayer de tenir le timing comme Sandra. Donc, je suis Charlotte, je travaille pour la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. La Fondation aujourd'hui existe depuis 31 ans. Vous la connaissez peut-être pour ses opérations de collecte, notamment pour l'opération Pièce jaune, puisqu'en fait, la Fondation a 2 opérations de collecte chaque année. Une opération Pièce jaune qui vise à améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital et l'opération qui s'appelait Plus de vie, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui visait à collecter pour les personnes âgées, puisque nous avons une action pour les enfants, adolescents et personnes âgées hospitalisées. À la différence de la Fondation des Amis de l'Atelier, nous, on n'est pas gestionnaire d'établissement.
On est fondation reconnue d'utilité publique et on débloque des fonds pour les hôpitaux de toute la France et des DOM-TOM et pour tous les EHPAD également publics de France. Donc ça, c'est la big picture un peu de la fondation. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, il faudrait, je pense, 3 heures de séminaire minimum. On a créé dans l'urgence, on a lancé évidemment un fonds d'aide d'urgence, comme l'ont fait d'autres structures comme la nôtre. Dès le 16 mars, en fait, on a fait remonter les besoins des hôpitaux sur le terrain, grâce notamment à un partenariat qu'on a mis en place assez rapidement avec la Fédération hospitalière de France. Et on a aujourd'hui débloqué, investi 30 millions d'euros dans plus de 300 établissements hospitaliers et accompagné plus de 3000 EHPAD. Et l'action continue pour nous à la Fondation. On est une petite équipe, on est 12 personnes à la Fondation. Moi, je fais partie de l'équipe Com Collect, comme l'a dit Laurence. L'équipe Com Collect, en fait, si je ne me trompe pas, si je compte bien, on est 5 personnes. Donc moi, je m'occupe du mécénat entreprise en temps normal et des campagnes d'appel aux dons. On a une personne qui s'occupe du développement des ressources et du marketing digital, une personne qui s'occupe des réseaux sociaux et une chargée de com externe et une personne qui est responsable des grands donateurs et des campagnes de legs. Ça, c'est notre organisation un petit peu classique en temps normal. Et évidemment, en fait, cette crise a changé pour nous plein de choses, notamment pour l'équipe communication collecte, puisqu'en fait, on s'est retrouvé très, très vite avec énormément de demandes, avec énormément d'appels et une mobilisation absolument inédite. Donc, on s'est un petit peu toutes partagé les tâches et on a été amené en fait à gérer des mobilisations qu'on n'avait pas du tout l'habitude de gérer en temps normal. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en l'espace de 2 mois, exactement ce qu'a dit Sandra, nous, ça a été un accélérateur absolument énorme sur plein de projets qu'on avait, plein d'idées qu'on avait en termes de diversification des moyens de collecte et en termes de diversification surtout des profils de donateurs. Et en fait, ce que j'ai choisi de faire là, alors si ça fonctionne, c'est de piocher un petit peu parmi toutes les mobilisations qu'on a eues et d'en choisir 3 pour vous les présenter parce que ce sont des formes de partenariats qu'on a montées et qui ne sont pas dans nos partenariats habituels et des moyens de collecte un petit peu nouveaux. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors voilà, normalement vous voyez tous mon écran. Je vais baisser le son parce qu'il y a 2 vidéos. Voilà. Donc j'ai pris 3 exemples pour vous montrer un petit peu les 3 moyens de mobilisation, enfin de collecte qu'on a eu. Le premier, donc c'est celui-là, c'est le confinement du cœur. C'est un événement de gaming solidaire qu'on a mené notamment avec les petits frères des pauvres. J'en profite pour saluer, je sais qu'il y a dans le public quelqu'un des petits frères des pauvres et ils ont été très inspirants pour nous parce qu'en fait, eux avaient déjà lancé un événement de gaming solidaire l'année dernière. Nous, c'était notre premier. Et donc, on a participé à cet événement qui consistait en fait à pendant 4 jours un marathon non-stop sur Twitch, qui est une chaîne spécialisée pour les gamers. Et plus de 50 en fait, streamers, donc ce sont des personnes en fait, qui jouent et qui en même temps se filment en jouant. Et ces personnes-là sont pour certaines des grandes stars du jeu. Elles ont des milliers d'abonnés. Et en fait, pendant qu'elles jouaient, elles faisaient, donc comme alors je me souviens un peu du nom de ce gamer-là, je l'ai choisi parce que c'était Pokémon et c'était sympa. Et en fait, pendant son jeu, il faisait des appels aux dons. Et vous voyez là sur ma slide, en fait ici, donc ça c'est Twitch. Ici, on a un petit chat et les streamers pouvaient chatter. Donc c'était très sympa parce qu'en fait, tout le monde envoyait des petits cœurs. Il y avait la possibilité, en fait, en tapant, quand on tapait dans le chat don, il y avait
automatiquement le module de don qui s'affichait. Quand on tapait Fondation HPHF, ça envoyait automatiquement notre petite présentation de la fondation. Et donc, tout ça s'est enchaîné pendant 4 jours et nous a permis de collecter 60 000 € à peu près qu'on a partagé avec les petits frères des pauvres. Et ce qui est intéressant sur cet événement, c'est qu'on a touché en fait une communauté qu'on ne touchait pas habituellement, puisque nos donateurs classiques sont des donateurs plutôt âgés et les gamers, c'était vraiment pas une cible qu'on avait initialement, même si c'était, et là c'est pour vous dire que ça a été un accélérateur incroyable, on avait prévu de faire un événement de gaming un peu plus tard, et puis finalement on l'a fait pendant cette période de confinement et ça s'est extrêmement bien passé. Deuxième exemple, alors le deuxième exemple donc, n'a rien à voir avec du gaming. On a été contacté en fait par l'agent de David Guetta qui voulait se mobiliser pour nous en faisant en fait un live depuis Miami, depuis son rooftop. Et en fait, il a installé tout un dispositif pour faire 1h30, 2 heures de live à notre profit avec un appel aux dons pour 3 entités. C'était l'OMS, Feeding America, Feeding California et nous. Et en fait, ce qui était incroyable dans cette mobilisation, c'est que, je vais vous montrer 15 secondes de vidéo, donc David Guetta était en live sur Zoom et depuis chez vous, vous pouviez en fait vous filmer et monter une espèce de boîte de nuit chez vous et vous filmer en train de danser et en même temps, David Guetta faisait des appels aux dons pendant ces 2 heures. Alors, je vais vous lancer, je ne vais pas tout vous montrer, c'est la vidéo entière. Je vais juste vous lancer 30 secondes dans laquelle vous verrez au début quelqu'un chez lui en train de danser, puis David Guetta qui fait son appel aux dons. On est maintenant très très près des 300 000. Merci de continuer à donner, merci. Voilà, toute la vidéo est en replay sur YouTube, si jamais vous voulez la regarder ou danser depuis chez vous. Bon, ça a été absolument exceptionnel, ce live. Il a été regardé par plus de 4 millions de personnes entre le live et le replay et dans le monde entier. Et David Guetta avait en fait lui-même créé un site pour pouvoir donner. Et puis, c'était un événement qui a vraiment été un élan à la fois de générosité et en plus de bonheur chez tout le monde, puisque ça a permis à plein de gens de danser depuis chez eux et c'était vraiment sympa. Et nous, évidemment, de notre côté, on l'a relayé. Notre community manager a suivi l'événement jusqu'à 1h du matin pour relayer et remercier sur les réseaux. Et donc, troisième exemple de mobilisation. Encore une fois, ce sont 3 exemples parmi de nombreuses sollicitations. Mais celle-ci était vraiment sympa. C'était donc il y a, je crois, 10 jours, voilà, le 2 mai. On danse chez vous. Ce sont un collectif de danseurs qui se sont mobilisés sur Instagram, c'était uniquement sur Instagram, pour organiser pendant 12 heures en fait, des cours de danse. Alors, il y avait des cours de danse et des interviews, des talks avec des danseurs assez connus. Et en fait, à chaque cours de danse, chaque danseur faisait un appel aux dons. Et parmi les danseurs, on avait des danseurs assez connus comme Fovoto, comme en l'occurrence le lanceur de cette initiative était Mehdi Kerkouche qui a mobilisé tout son réseau. Et cela nous a permis de collecter 15 000 €, cette fois-ci non pas sur Instagram, mais sur une cagnotte Gandhi. Gandhi qui est une plateforme en fait, de cagnotte solidaire et qui nous a permis, nous, sur plein d'initiatives, de permettre aux donateurs de savoir combien leur événement rapportait. Et alors, de la même manière, j'ai une petite vidéo
sur cette initiative que je vous montre. Et puis après, j'aurai terminé avec mes vidéos. Alors, elle est pas encore sortie, hein, donc vous la voyez en avant-première. Depuis le début du confinement, je continue mon activité de chorégraphe et professeur de danse en donnant des lives sur Instagram chaque mercredi soir à 20h30 et on reverse les fonds à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. L'objectif, c'était de donner une finalité à ce projet et de réunir tous les artistes et tous les acteurs de la danse de mon entourage autour d'un événement. Se sont enchaînés des cours de danse avec des danseurs aussi bien du Ballet de l'Opéra de Paris que Faux Voto, qui est très connu pour sa participation à Danse avec les stars, ou Aloïs Sauvage, qui nous a fait une initiation au break. Donc tout au long de la journée, ces cours de danse se sont enchaînés et entre chaque, on a eu des performances de danseurs de plusieurs compagnies, aussi bien des compagnies contemporaines, des compagnies hip-hop. Tous les styles de danse ont été représentés tout au long de la journée. On sait qu'il y a une urgence en ce moment par rapport au personnel soignant. Donc, du coup, l'idée, c'était de trouver le moyen de garder mon activité et mon savoir-faire et de se rapprocher d'une fondation qui aide le personnel soignant. Au début de la journée, j'avais dit à un ami, ce serait cool qu'on réussisse à avoir 3 000 €. Il m'avait dit, tu vas voir, on va réussir à avoir les 5 000. Et on a fini la journée à 15 000. Donc ça a été beaucoup d'émotions et d'énergie. Je suis très heureux d'être allé au bout de ce projet et d'avoir fait plaisir à autant de monde. Je peux que encourager les gens chez eux à se mobiliser, à se réunir, déjà parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir utile, ça fait du bien de se sentir vivant. Et j'étais très heureux de me sentir utile pendant une journée, pendant ce confinement. Voilà, vous savez tout. Je vais terminer juste en disant que ce sont vraiment 3 mobilisations parmi de nombreuses mobilisations et que sur les réseaux sociaux, on a eu aussi énormément d'influenceurs qui ont fait des appels aux dons pour nous. Et j'entendais Sandra qui disait tout à l'heure qu'elle avait déjà mis en place ces modules de dons sur tous les réseaux. Alors nous, ça a accéléré le module Instagram puisqu'on ne l'avait pas avant le module de dons sur Instagram. Et donc, on a pu le mettre en place aussi grâce à la mobilisation des donateurs et de notre réseau, parce que notre compte Instagram Fondation, au départ, n'était pas très, très actif, ou en tout cas très connu. Il a pris beaucoup d'abonnés, entre guillemets, grâce à cette période de crise. Et on a pu expérimenter les dons sur Facebook, sur Instagram, je crois qu'on a Lydia aussi, vraiment plein de moyens de collecte différents. Et toutes ces personnes ont été absolument formidables avec nous. Et aujourd'hui, voilà, on continue de répondre à de nombreuses sollicitations comme celle-ci. Et on continue d'aider les hôpitaux, même si on voit la fin de la crise un petit peu cette semaine. Mais pour nous, la collecte continue. Voilà. Merci Charlotte pour ce témoignage. Donc si je comprends bien, tu as beaucoup dansé toi pendant le confinement. Hein. Donc oui, c'est très, très innovant. Est-ce que tu as dû refuser certaines sollicitations? Parce que apparemment tu as été très sollicitée. Enfin, il y avait beaucoup d'idées qui t'étaient proposées. Tu as dû parfois faire des choix. Alors, c'est une très bonne question. En fait, on a refusé très peu de choses. Pourquoi? Parce que l'ADN de la Fondation et l'ADN de l'opération Pièce Jaune, c'est de pouvoir dire que tout le monde peut donner, que tout le monde, à sa manière, peut contribuer à l'effort de la collecte. Donc, on a refusé quasiment personne, quasiment aucune mobilisation, sauf... on a perdu Charlotte. On t'avait perdu 30 secondes. Ah, vous m'avez perdu. Ouais. Si tu peux revenir juste 15 secondes en arrière. Sur ce que 15 secondes en arrière, je disais, on n'a quasiment rien refusé, si ce n'est des propositions de vente de masques solidaires, puisqu'on n'a pas voulu s'associer à de la vente de masques.
Mais sinon, on a absolument tout accepté jusqu'à… et des gens d'ailleurs qui nous ont contactés en nous disant, voilà, moi je veux faire 24 heures de vélo solidaire. Je vais me filmer pendant 24 heures, je vais faire du vélo chez moi et je vais lancer une campagne de collecte. On s'est dit, OK, pourquoi pas. Et puis finalement, ce monsieur incroyable a collecté, je crois, près de 10 000 € en 24 heures sur son vélo. Donc voilà, on a quasiment refusé personne parce qu'on a aussi une équipe formidable qui travaille beaucoup depuis 2 mois. On a deux questions qui se rejoignent. À chaque fois, ce sont eux qui t'ont contacté pour te proposer ces initiatives-là. Ouais. En fait, ce qui est même amusant, c'est que moi, avant cette crise, j'ai fait pas mal de prospection, notamment sur des nouveaux partenaires, des gens qui pourraient nous accompagner sur des projets pour les hôpitaux, etc. Et en fait, j'ai eu au téléphone des gens qui étaient dans ma liste de prospects et que je n'avais pas réussi à voir avant. Et non, tout est… Enfin, la plupart des mobilisations sont arrivées à nous et on a démarché personne, en fait. Alors, j'ai une question de Anaïs. Je pense que ça doit être pour toi aussi, Charlotte. Sur le site, il est fait mention d'une phase 2 de mobilisation. En quoi consistera-t-elle ? Alors, sur le site, on est déjà dans la phase 3. En fait. Ah, bon, le site n'est pas trop à jour, alors. Non, écoutez, merci de me le dire. Fin de phase 2, ça, c'est plutôt notre action auprès des hôpitaux. On a eu une phase 1 qui consistait à soutenir les hôpitaux en première ligne. Donc, je n'ai pas la liste en tête, ce n'est pas moi qui m'occupe des relations avec les hôpitaux, mais c'était évidemment les hôpitaux Île-de-France, le Grand Est, une sélection d'hôpitaux qui étaient en première ligne de la gestion de la crise. Donc ça, c'était notre phase 1. La phase 2, c'était de soutenir les hôpitaux en seconde ligne, donc à la fois les hôpitaux en province. On a aussi soutenu des hôpitaux dans les dom-toms. C'est en ça que diffère la phase 1 de la phase 2, mais en réalité… ça a été juste une question de priorisation qu'on a menée avec la Fédération hospitalière de France. Une petite question de Cécile qui a participé à l'événement avec David Guetta. Comment faites-vous pour vérifier que tout l'argent collecté va bien pour votre fondation ? Oui, parce qu'il y avait du coup 3 structures qui pouvaient être bénéficiaires des dons. Comment ça s'est organisé en fait ? Alors, pour David Guetta essentiellement ou de manière générale ? Là, c'était la question par rapport à l'événement avec David Guetta, mais après, ça peut être le cas aussi pour d'autres opérations de collecte qui se font en partenariat avec d'autres structures. Oui, la question est intéressante parce qu'en fait, on a aussi eu beaucoup de mobilisations un peu spontanées. Je pense notamment aux nombreux chanteurs qui ont lancé des chansons solidaires. Et donc, parfois, les initiatives se font avant même qu'on ait pris contact avec les artistes en question ou des sportifs qui se sont mobilisés. Comment on s'assure que les dons nous arrivent ? De toute façon, les dons nous arrivent généralement, surtout quand ce sont des événements. Je pense David Guetta, en l'occurrence, on savait que… alors, en l'occurrence, c'est particulier parce que David Guetta nous a contactés. C'est pas moi qui ai géré l'événement David Guetta, c'est Aude dans mon équipe, dans notre équipe, qui était en contact avec son agent et les fonds nous sont reversés. En fait, une fois que l'événement s'est terminé, on reprend contact avec nous et on vérifie que les fonds sont versés. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas pour David Guetta, mais pour d'autres mobilisations, on signe des conventions de partenariat. Ok. Alors, une autre question qui s'adresse aussi bien à Sandra qu'à Charlotte. Comment orientez-vous votre communication sur ces premiers jours de déconfinement ? Moi, je veux bien… pardon. Je vais bien répondre. En fait, nous, le déconfinement, nous, on ne parle pas tellement de déconfinement. On parle d'une reprise progressive de certaines activités parce que le déconfinement, finalement, dans le secteur du handicap, dans l'accompagnement, ça va être hyper progressif. Là, par exemple, typiquement sur l'accompagnement, on commence à avoir des familles qui peuvent venir visiter
mais c'est très compliqué, il y a beaucoup de protocoles sanitaires. Donc, finalement, dans la réalité, concrètement, dans nos établissements, c'est un déconfinement hyper progressif. Donc là, actuellement, moi, je suis toujours dans la même phase. C'est-à-dire, je suis dans une phase où il y a un besoin de communiquer pour rassurer, pour montrer ce qu'on fait, pour leur dire, pour communiquer auprès des familles, mais on continue beaucoup à fonctionner comme avant. Et donc, en termes de communication, c'est pareil. C'est en termes de relations presse, en termes de communication, en termes de newsletter. Moi, je pense qu'on va encore avoir pendant 1 mois et demi le même rythme d'information. Voilà. La seule chose qui va commencer à changer, c'est que là, on a nos mécènes qui nous approchent en nous demandant comment on peut vous aider sur l'après. Donc, ça sous-entend effectivement sur une reprise progressive, etc. Et là, on est en co-construction de mécénat avec ces entreprises. Comme tu le disais, Charlotte, il y a des entreprises qu'on connaît depuis longtemps avec qui on n'a jamais réussi à concrétiser quelque chose. Et là, ils viennent nous voir alors qu'ils n'ont même jamais fait de mécénat dans le handicap et qui disent, mais écoutez, nous, on vous connaît depuis 15 ans et en fait, là, on vient quelque part de réaliser qu'on peut peut-être faire quelque chose avec vous. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est surtout sur le mécénat qu'on passe. Alors, nous, peut-être en phase 2, mais sinon, sur le reste, on reste quand même dans une phase 1 qui va un petit peu perdurer parce que on peut pas, il n'y a pas un bouton on-off possible. Il y a trop de vie, de précautions sanitaires à prendre pour nous pour envisager un on-off. Alors, une autre question de Catherine. Est-ce que le budget des 2 derniers mois, ça c'est valable aussi bien pour Charlotte que Sandra, est-ce que le budget des 2 derniers mois a explosé par rapport à l'ordinaire? Alors après, je ne sais pas si elle parle du budget des dépenses ou des recettes ou la collecte. Catherine, est-ce que vous pourriez préciser si c'est le montant de la collecte ou les dépenses? Les dépenses. C'est les dépenses. Est-ce que vos dépenses ont augmenté là pendant les 2 mois de confinement? Moi, sur la communication des collectes, les dépenses, elles n'ont pas augmenté. J'ai juste une équipe qui est sous l'eau, mais les dépenses, elles n'ont pas augmenté. Par contre, je vais avoir un petit surcoût de dépenses du fait qu'il y a certaines choses que j'avais bouclées et que je vais devoir quand même payer parce que j'ai des prestataires qui ont travaillé dessus et que je ne vais pas pouvoir exploiter. Donc, c'est des choses comme ça qui vont être payées et pas utilisées. Mais non, je n'ai pas de dépenses qui ont explosé là-dessus. Après, ça, c'est des dépenses com. Par contre, je peux vous dire que dans 80 établissements et services, nos dépenses ont explosé quand vous comptez que, voilà, on est 2000 salariés, 3000 personnes accompagnées, qu'il faut un masque toutes les 4 heures. Voilà, je vous laisse faire un petit calcul. Donc, nos dépenses globales du secteur ont explosé. Par contre, les dépenses com n'ont pas explosé. Et nous non plus, nos dépenses, alors après, je parle aussi pour moi, au niveau mécénat et comme on n'a pas eu d'explosion des dépenses et d'ailleurs la plupart des mobilisations qu'on a eues ne nous ont rien coûté en fait. Oui, il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait eu, pour revenir à il y a eu un pourcentage pour l'organisateur de l'événement. Enfin, un pourcentage. Je n'ai pas entendu le début de la question, c'était pour David Guetta. Oui, pour revenir sur l'event avec David Guetta, il y a une question sur les modalités du partenariat. Est-ce qu'il y a eu un pourcentage pour celui qui a organisé cet événement en fait? Non, pas du tout. Ce sont vraiment toutes les initiatives des artistes sont des initiatives solidaires. Donc non, il n'y a pas de pourcentage. On a touché toute la collecte. Alors, une autre question de Karine. Alors, on sait que certaines entreprises sont en difficulté puisqu'elles n'ont pas pu travailler depuis 2 mois, pour certaines. Et pour autant, elles donnent toujours. Je pensais qu'il était plutôt délicat de les contacter pour faire des dons, mais apparemment, ce n'est pas le cas. On t'entend plus, je pense. Oui, en fait, on a entendu un mot sur 2 de la question. Ah, bon, alors, je répète. Je n'étais pas en mute, hein, pourtant. Oui, il y avait une question sur le fait de solliciter les entreprises en sachant que certaines entreprises connaissent déjà des difficultés là, au niveau de leur activité. Et pour certaines, elles ont dû un peu stopper leurs activités. Et du coup, est-ce qu'il faut continuer quand même à les solliciter selon vous?
Et ben, moi, je me suis posé exactement cette question-là dès le début de la crise, et c'est pour ça que j'avais opté pour une newsletter et non pas une newsletter de collecte. L'idée, c'était de donner de l'information. Et je voulais surtout pas, et c'est pour ça qu'on avait stoppé le mailing papier, etc., en me disant, oh là là, on est dans une période où les gens vont tous en souffrir d'une manière ou d'une autre, certains humainement, d'autres économiquement, d'autres les deux. Et nous, on avait stoppé tout à fait cela. En fait, comme disait tout à l'heure Charlotte, le process, il a été inverse. Ce sont les entreprises. Nous, on a fait un appel à masques, à visières, etc., de manière générale, mais non orientée et non personnelle, ou sur des structures qu'on savait qui étaient pérennes. On en a eu par voilà, des gros mécènes. Après, on n'a pas fait de démarche, et c'est plutôt les mécènes qui sont venus à nous. Mais je suis d'accord, enfin, cette question, elle est complètement légitime. C'est compliqué d'aller demander de l'aide sur des structures qui elles-mêmes en ont besoin. Tout à fait. Alors, on a une autre question ici. Est-ce que les dons qui ont été récoltés en cette période ont été des dons affectés par typologie de projet ou pas? Pas spécialement. Pardon. Vas-y, Sandra. Si tu non, vas-y, Charlotte. Alors, nous, pas tous. Et ça dépend complètement. Alors, la plupart des dons des donateurs particuliers sont affectés au fonds d'aide d'urgence globale. En revanche, on a monté 2 programmes spécifiques. Un programme qui s'appelle Un monde de liens et qui visait en fait, enfin qui vise toujours parce qu'il continue, qui vise à livrer des milliers de tablettes dans les EHPAD et dans les hôpitaux pour permettre aux gens de conserver un lien avec leur famille. Et on a sollicité pour ce programme-là des partenaires spécifiques. Donc, on est en partenariat avec la Fondation Boulanger et on a eu beaucoup de mécènes qui fléchaient leurs dons sur ce programme. D'une part parce que c'était un programme qui avait vraiment un sens particulier et pour le coup, on voyait l'impact tout de suite. C'est-à-dire qu'on a eu des milliers d'appels d'EHPAD pour nous remercier, des photos, des vidéos incroyables de gens qui voyaient leur famille pour la première fois depuis des dizaines de jours grâce à une simple tablette. Donc, on a eu des dons fléchés là-dessus. Et on a eu aussi des dons fléchés sur notre deuxième programme qui était le programme Un bon repas pour bien soigner, qui visait à livrer des milliers de repas pour les soignants directement dans les unités de réa. Voilà, donc on a eu des dons fléchés, mais on a aussi eu des dons tout simplement sur notre fonds d'aide d'urgence et on avait besoin des deux en fait. Merci. Alors, autre question. Avez-vous participé à des collectes sur des plateformes collectives du type le hashtag 20h05 je donne, qui avait été lancé par Hello Asso par exemple, ou Handicap Tous, ça doit être spécifique, je pense, pour le médico-social, ça, Sandra, je ne sais pas si tu as Nous, on ça. a fait une page de collecte sur le 20h05 je donne, mais qui n'a pas été spécialement concluante. Je pense que il y a certaines thématiques peut-être qui sont plus faciles à collecter sur ce genre de plateforme. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était des initiatives chouettes. Voilà. Et puis, ça relie toutes les causes. Mais voilà, on a eu une page de collecte là-dessus, mais ça n'a pas été très concluant. Durant le confinement, comment se sont passées vos campagnes print? Est-ce que vous avez continué vos campagnes fidélisation et prospection par courrier? Eh bien, ou c'était que du digital? Eh ben, nous, on a tout remplacé par du digital, mais on va quand même faire une campagne print d'appel aux dons. Mais on doit tout refaire puisque le message qui était prévu il y a 2 mois n'est plus du tout d'actualité. Donc, voilà, on va en relancer un avant l'été. Et on va en relancer un, pas tant parce que je pense qu'il faille en relancer un, c'est qu'en fait, on a comment dire, une base de données qui est très liée à la famille des personnes qu'on accompagne. Et pour beaucoup, ils attendent un mailing papier. Donc, voilà, on le fait plus pour ça, sachant que ce sera plus un mailing informatif sur où on en est, etc., avec possibilité de donner, mais qui va être vraiment beaucoup plus sur de l'information. Et nous, on a fait du digital essentiellement sur
En fait, je crois que, alors pour le coup, c'est pareil, c'est pas mon sujet, mais on avait une campagne en cours qui était la campagne classique digitale et on l'a modifiée évidemment pour faire une campagne sur les premières actions liées au fonds d'aide d'urgence et parmi lesquelles, en fait, la vidéo que je vous ai montrée sur le projet de danse solidaire, on a fait en fait une dizaine de petites capsules vidéo pour expliquer nos programmes et qu'on a relayé dans nos mailings digitaux. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Est-ce que pendant cette période, vous aviez des événements de collecte de prévus que vous avez dû annuler? Des événements physiques, hein, enfin... Oui, nous, on avait un événement de gaming solidaire en physique. Et du coup, on a fait un événement de gaming solidaire en ligne. Alors nous, on avait un événement sportif, on participe à une course chaque année où on est une team de 150 personnes, donc usagers, salariés, partenaires. Donc c'est un événement plus qu'un événement de collecte, c'est vraiment l'événement un peu fédérateur de l'année, qui bien sûr a été annulé. Donc c'est juste une participation. Mais on a d'autres projets du coup sur 2021 qui du coup émergent et voilà. C'est juste un report d'énergie qu'on va mettre sur 2021.